Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club sur la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. La composition de cette 330e émission dans les buts gardiens des réseaux sociaux de la vidéo, c'est Vincent. Comment il va? Ça va super, merci Camille. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va, en forme. Hein. La petite rando pour aller rallumer le micro, c'est bien passé? Oui, très bien, très bien, merci. Du coup, très belle transition, parce qu'en défense, notre ami Fredo qui dépanne à la technique pour le moment, il avait oublié de lancer le direct. Ouais, on a vu que je dépannais. Mais t'étais pas prévu en cabine, t'étais prévu en plateau. C'est pour ça, tu vois, il me faut quand même... Temps de prépa. Ouais, voilà, il me faut temps de prépa, moi. Je comprends. Il y aura un changement tactique en cours d'émission. Ce qui est drôle, je crois que c'était lui qui disait, quand les débats sur les joueurs, qu'être polyvalent, des fois, ça n'a pas du bon. Voilà. Heureusement qu'il est là, quand même. Au milieu de terrain, ça sera les deux travailleurs et les deux amours fous, c'est Ben et Nathan, comment ils vont? Écoute, très bien. Ouais, très bien aussi. On est là, on est prêt. Voilà, un peu trop éloigné, mais ça va. Ouais, on attend. Il y aura Ben entre nous. Fred. En attaque, il est de retour avec nous, c'est Auxence, comment il va? Bonsoir à tous, de retour de blessure. Non, je t'ai pas blessé, mais... Ah pourtant, yeah. Merci, ça fait plaisir. La fracture mentale quand même. Vous avez décidé de me massacrer d'entrée là ou Oui. Non, mais écoutez, ça fait plaisir en tout cas d'être là, ça m'avait manqué. Pour arbitrer tout ça, ce sera Clément. Comment il va, Clément? Eh bien écoutez, très très bien messieurs, et malgré ma casquette, je suis bien chauve donc arbitre. Pour continuer tout ça, normalement, en technique audio, ça devrait être Nadia, elle est un petit peu en retard. Elle va nous rejoindre juste après. Un coucou aux absents, Sacha, Elliot, Mehdi, Rémi ainsi que Mathilde. Au programme aujourd'hui, actu retour sur les internationaux, les Andy Tolosa qui ont fait des séminaires à Madrid, le Magic Weekend Académie féminine avec le coach Antoine Gérard qui sera avec nous par téléphone à partir de 20h10. Le débat, Carles est-il un coach référence parmi ceux qui nous ont dirigés? Ça, c'est Fred qui voulait en parler. C'est un de ses points de mardi dernier. On l'a fait en débat. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis. On fera une mini preview entre Paris et Toulouse en fonction de la longueur du débat aussi. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le direct avec le hashtag #FDM Toulouse sur le Twitter, soit sur le compte X, sur la feuille de match, sur le Facebook la feuille de match, celle de Radio Xtania aussi, Twitch la feuille de match, ainsi que YouTube sur la feuille de match. Voilà pour la 330e émission. Parce qu'on a du monde qui est connecté, mon cher Vincent. Et oui, on a Serkin, on a Freefly, on va surtout saluer Pichou qui renouvelle son abonnement, mais surtout qui vient de devenir papa. On le félicite. Il nous dit que là, il est de retour dans la maternité avec la future pépite de l'équipe féminine du TEF et qui lui fait découvrir les classiques de la vie avec nous. Donc on l'embrasse bien fort. Félicitations à toi, la petite famille. Fais gaffe, Pichou, parce que Fred va vouloir te l'amener au stadium bien plus vite que prévu. Je dis ça en référence à Aiden qu'on doit amener au stadium. Tu fais bien de mettre un peu de contexte. Oui, ça peut, ça peut faire bizarre. Mais en tout cas, félicitations à toi et à la maman aussi. On lui souhaite que du bonheur. On est parti pour cette 330e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on est parti avec les petites news, mon cher Vincent. Et oui, on va commencer avec une information incroyable puisque la LFP a récompensé la restauration grand public du TFC avec le label Argent, avec notamment les études réalisées sur la satisfaction des food trucks, le développement de l'offre food truck, sa diversité, sa qualité. Toujours drôle de voir McDonald's rattaché à ça. Après, franchement, j'avoue que les food trucks qu'il y a au niveau du stadium, son genre de match, sont quand même bons. Non, Oh, c'est quali, ouais. C'est quand même bon. Oui, il y a du choix, c'est pas excessif non plus. c'est varié. C'est un pré-stadium, c'est un pré-stade, quoi. Oui, voilà, c'est un prix stade, mais non, franchement, on a une belle fan zone, je pense. Moi, le petit burger au magret, je veux dire, il est pas mal. Hein. Après, moi, je dis ça, je veux dire. Ben, t'as goûté ou pas? Pas celui-là. Ah bah, tu t'y emmènes. Faut que tu marques. Mais à Si tu marques 17h, le lundi, je t'y emmène. ok, je serai là lundi. À 19h, on fera en sortie de stade. Ça me va, vendu. Tant de crêpes, tu voudrais toi peut-être? Ça dépend, on verra le nombre de buts marqués. Le centre de formation du TEF signe aussi un partenariat avec le lycée Guinemer avec la classe 3e prépa, donc métier qui prépare aux jeunes continuent leurs études. En préparant le projet pro avec le TFC, on a 4 jeunes qui ont intégré cette classe, donc ça vient officialiser le partenariat et c'est une très bonne nouvelle. On part sur la programmation aussi de la Ligue 1 et après on parlera avec Nathan. Vous avez aimé le PSG TFC le vendredi? Eh bien, on vous remet la même chose avec un TFC Saint-Etienne pour terminer l'année 2024 à domicile, sauf si jamais il y a la Coupe de France le week-end suivant. Donc, vendredi 13, 20h45, TFC Saint-Etienne pour dernière journée de Ligue 1. Rien qui va, quoi. Vendredi 13, voilà. en décembre, TFC Saint-Etienne. Et attendez, s'il faut tirage au sort, on peut se retrouver avec la Coupe de France le week-end suivant, aussi à la maison un vendredi soir. Hein. Ah, normalement, non. Le foot, c'est le week-end. Après, est-ce que tout c'est du foot? Ça, c'est un autre débat. Les Andy Tolosa, ils étaient en séminaire. Et alors, mon cher Nathan, comment ça s'est passé? Explique-nous tout. Tu étais à Madrid la semaine dernière. On a kiffé, on est parti en boîte, c'était génial.
Non, c'est un congrès sur l'accessibilité Daniel dans les stades en Europe. Donc très très sympa. On est parti du 12 au 15, donc au 15 novembre, donc la semaine dernière. On a été invité par l'association Accessible. Donc l'association Accessible qui travaille avec les acteurs du monde du football pour faire en sorte que l'accessibilité dans les stades à terme ne soit plus un débat et que tout le monde puisse profiter du match dans les meilleures conditions. Donc il y a eu plusieurs interventions. Il y avait quand même la présence de la FIFA, l'UEFA, la LFP, l'équivalent de la LFP pour la Belgique, pour l'Allemagne. Il y avait la Saudi Pro League aussi. Il y a des interventions sur... il y avait des interventions sur Il y a la 5 ans, ils ne seraient jamais été là. Mais Oui, place, c'est ce la que place je de me la dis. femme dans le monde du foot aussi. Saudi Pro League doit être content. Ils se sont levés, ils ont quitté la pièce. Je pense qu'ils sont pas restés. Donc il y avait pas mal d'interventions différentes. Il y avait notamment nous, on était là en tant que groupe de supporters. Donc on a pu parler un petit peu de ce qu'on a fait depuis le début de la création de l'association avec le TF. Il y avait des interventions de salariés de clubs comme Manchester City ou l'Atlético Madrid, qui, forcément, c'est des clubs un peu plus développés que le nôtre, mais c'est aussi une autre manière de voir le foot à l'étranger, contrairement en France. Donc, ils ont des salariés, des sortes de SLO, donc référents supporters, pour les personnes en situation de handicap. Donc, ils sont vraiment partie prenante du club et qui avancent avec les associations de supporters pour améliorer au mieux l'accès pour les matchs que les gens vont voir au stade. Donc, c'était très, très sympa. J'ai pu faire une petite intervention en anglais, c'était quand même assez épique. Je suis content que la vidéo n'ait pas fuité encore. Je suis très déçu. Voilà, j'ai un petit accent Frenchy made in Sud-Ouest qui est assez sympa à écouter. Dans les blagues à part, voilà, c'était très très bien. J'ai pu rencontrer la fédération française. Enfin, on a pu parce qu'on était 3 membres de l'association, donc Thomas et Julien, notre fameux graphiste qui a fait des magnifiques t-shirts. Donc il nous a accompagnés à Madrid. Et on a pu rencontrer la fédération française des supporters en situation de handicap aussi. Donc on a pu se rapprocher d'eux, des groupes de supporters de Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne. Donc à terme, voilà, on aimerait bien faire avancer aussi la cause du supporterisme des personnes en situation de handicap. Et c'est bien de voir qu'il y a des collectifs qui se font et qu'il y a des gens qui essayent d'avancer dans le même sens. Donc voilà, s'il y a ces événements, cet endroit à se répéter. Donc on sera très content d'y reparticiper avec Andy Tolosa. Alors justement, est-ce que ce genre de congrès, ça te permet de mieux placer la place du TEF dans le milieu de l'inclusion? Est-ce qu'on est en avance par rapport aux autres clubs ou... Ouais. Ben, le TF a tendance à essayer, on le voit, de gérer sa com, d'être un petit peu novateur et en avance sur ce qui se fait en Ligue 1. On peut prendre l'exemple avec la data, par exemple. Ben là, sur le handicap, ils ont tendance à vouloir essayer de développer les choses. Donc eux, ça leur a permis aussi d'avoir des représentants indirects et officieux, quoi, par le biais de Andy Tolosa. Mais oui, forcément, ça a permis de mettre en avant le travail qui a été fait. Parce que c'est pas que Andy Tolosa, c'est aussi le club. On aurait pu faire une association et que le club n'aurait pas été à l'écoute de ce qu'on propose. Ça aurait pu arriver aussi. Donc il faut mettre en avant le fait que le club est quand même à l'écoute et quand même un soutien entre la fondation, Manon, la SLO avec qui nous avait préparé le déplacement à Montpellier, Margot. Donc voilà, il y a quand même le club, même la billetterie. On a fait un gros travail pour les abonnements. Voilà, il faut aussi souligner que le club est ouvert à changer les choses et à améliorer l'accessibilité, quoi. Vincent, pour finir. Juste une réaction, je trouve ça assez beau de voir l'avance qu'on a en France, puisqu'on a même des clubs de N2 qui ont des communautés handicapées PMR. C'est beau. Ouais. Ils sont contents, ils n'ont plus besoin de monter en tribune parce qu'il n'y en a plus. Donc. La main courante avec Bravo en tout cas, mon cher Nathan, pour tout ça, et toutes les actualités en Tolosa sont retrouvées dans la feuille de match ou sur vos réseaux sociaux. On enchaîne avec les internationaux, mon cher Vincent.
J'ai une consigne, ça allait vite. On va commencer de suite avec l'équipe de France Espoir. Guillaume Rest qui ne joue pas ce soir contre l'Allemagne sur Ils le ont banc. fait 2 partout. Et il était titulaire par contre lors du 2 partout déjà contre l'Italie vendredi. C'était des matchs amicaux. L'équipe de France U20, on avait 3 jeunes, Ilyas Arraj, Noël Jouma, Noël Amadi. C'est une catastrophe pour avoir la moindre information sur les jeunes, malgré des comptes spécialisés dans tous les sens. C'était des matchs de prépa pour la Coupe du Monde. Il y a eu un nul un partout contre le Danemark, une défaite 2-1 contre les USA. Aucune info sur l'amical contre la Corée, aucune compo, aucun temps de jeu. C'est un régal de la fédération. Continuez. Mathis Niflor et Dejan Metali avec l'équipe de France U19. Ils participent au tour de qualification à l'Euro. Les 2 premiers se qualifient en tour élite. Les matchs se passent en Écosse. Victoire 7-0 contre le Liechtenstein. Niflor sur le banc, Metali est rentré pour la dernière demi-heure. Victoire 2-1 contre le Pays de Galles. Les 2 sont restés sur le banc. Dernier match ce soir contre l'Écosse. Et nul les qualifierait premiers. On va continuer avec les jeunes, avec Charlie Cresswell, du coup, qui participait à des amicaux avec l'équipe d'Angleterre Espoir. Il était titulaire lors du 0-0 en Espagne. Et titulaire et remplacé à la 56e lors du 1 partout aux Pays-Bas. Maintenant, on va passer chez les A avec Kamanzi et la Norvège et aussi Donum. Pas de première sélection pour Kamanzi qui a passé les 2 matchs sur le banc. Au contraire de Donum qui était titulaire lors de la victoire 4-1 en Slovénie, sorti à la mi-temps. Il n'a pas joué lors de la victoire 5-0 face au Kazakhstan. La Norvège monte en Ligue A. Vincent Siro, il est resté sur le banc lors du nul 1 partout contre la Serbie. Et il a été acteur. Alors là, c'est vraiment le mot qu'on puisse dire contre l'Espagne, cette défaite 3-2. Il est rentré à l'heure de jeu. Il a été passeur décisif sur sa première égalisation 3 minutes plus tard. Il a provoqué le pénalty de la seconde égalisation pour la Suisse et a commis la faute qui a donné le pénalty de la victoire à l'Espagne à la 93e. Et la Suisse descend en Ligue B. Non, ça peut... Après, il fait un bon match, c'est juste une erreur à la con sur le pénalty, le pauvre. On va traverser l'Atlantique. Gros voyage de Mark McKenzie qui a joué l'intégralité des 2 victoires des USA, 1-0 en Jamaïque et 4-2 à la maison en quart de finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Il y aura donc un prochain tour. Il a été vraiment commentaire élogieux du capitaine de la presse. Ça s'est très très bien passé pour lui. De toute façon, depuis que Clément a fait des interviews sur lui, je trouve qu'il est rayonnant. Je pense que je lui ai donné des ailes. C'est sûr, tout simplement. Gabriel Soiseau, la suite des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, 0-0 entre le Pérou et le Chili. Il a joué tout le match, il a pris un carton jaune. La réception du Venezuela de Christian Cáceres, c'est dans la nuit de mardi à mercredi, donc je crois que c'est à 1h du matin s'il y a des courageux. Christian Cáceres qui a participé nul un partout contre le Brésil à la maison. Il est rentré à la 15e minute suite à une blessure, il fait un bon match aussi. Abouklal de retour en sélection, il a joué la dernière demi-heure de la victoire 5-1 au Gabon. Il est resté sur le banc lors du carton 7-0 contre le Lesotho. Shaïb Abika, du coup, on parlait du Gabon, il a joué les 5 dernières minutes de cette défaite contre le Maroc. Il est rentré à la 40e minute de la victoire 1-0 en Centrafrique. Le Gabon est qualifié pour la CAN. Et pour terminer, Franck Magri, il était titulaire, il a joué 78 minutes du nul 0-0 entre la Namibie et le Cameroun. Il était titulaire contre le Zimbabwe. Victoire 2-1, il a joué 70 minutes. Voilà. On est complet sur les internationaux toulousains. On va enchaîner avec le journal des prêtés de Clément et après ensuite on appellera le coach des féminines. Il est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Eh bien tout à fait, alors ça va aller assez vite aujourd'hui parce qu'il y a eu assez peu de joueurs concernés qui ont joué des matchs. Donc pas de match pour Noël Amadi et Chetil Hogg en championnat. Pas de match pour Zanden et Sissoko car ils sont toujours blessés comme je vous l'avais dit la dernière fois. En gros le seul un petit peu qu'a joué c'est César Gélabert, titulaire lors de la défaite 2-1 de Riron contre Grenade, remplacé à l'heure de jeu. Un peu comme d'hab j'ai envie de dire, donc bien mais pas top. Et on termine quand même, ça aurait été dommage de ne pas parler de lui, par Saïd Amoulic, héros de tout un peuple qui a claqué un triplé en sélection et devient un prétendant au titre de meilleur joueur bosnien de l'histoire. Non, c'est pas vrai, je déconne en fait. Il a pu être sélectionné depuis novembre 2023 et de toute façon il n'aurait pas pu faire grand chose lors de la défaite abyssale 7-0 de son pays contre l'Allemagne. Donc bon, il n'était pas là, mais on va dire que c'est quand même sa faute. Moi j'aimerais rendre hommage à Tim Faisan qui samedi lors d'un Space Apéro a remporté... Tout à fait, c'était ma phrase suivante. Ah, pardon. Je lui ai quand même rendu un petit peu hommage en appelant mon équipe les Faisans et en remportant le quiz du Space Apéro organisé par Good Morning Toulouse et Odyssée au local. Oui, j'étais là, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai vu le mot l'équipe Faisan. Merci beaucoup Clément, on va enchaîner avec la préfo et on va avoir le coach par téléphone d'ici quelques instants, le coach des féminines.
Vincent, qu'est-ce que ça a fait chez le... On a eu les informations de Fabrique Violette. Les U14 ont battu Cassanet 5-0. Les U15 ont fait un partout contre l'UJS Toulouse et les U16 2-2 contre la Jet. Donc c'est vraiment resté sur Toulouse. Sur l'académie, la N3 n'avait pas de match puisque c'était le 7e tour de la Coupe de France. On n'a qu'une seule équipe qualifiée pour le 8e tour. C'est l'Union Saint-Jean en R1 qui recevra Versailles, club de national. Et pourquoi pas le TFC 6 qualification en 32e. Chez les jeunes ensuite, les U19 défaite 4-2 à Marseille qui passe leader. Fatih et Azizi sont les buteurs. Le TFC passe 3e. Les 5 premiers se tiennent en 3 points. Ça va être très serré jusqu'au bout en U19. Et pour terminer chez les jeunes, les U17 ont perdu 3-1 à Mérignac avec un but de Nègre qui ouvre pourtant le score dès la 2e minute. Le TFC est 9e et semble destiné à passer une saison un petit peu ventre mou pour le coup. C'est pas un super week-end pour l'académie, on va pas se le cacher. Ben non, par rapport au week-end dernier où c'était tout beau, tout rose, là c'était compliqué. Les filles, on est en train d'appeler le coach, pour le moment il ne répond pas, donc on va meubler un petit peu en attendant. Elles ont perdu 2-0 au Mans. C'était un gros match de cette journée, puisque c'était le second. Deuxième contre le troisième, Ouais, ça comptait ça, oui. C'était Voilà. ça, le deuxième contre le troisième. Deuxième contre le troisième, donc 2-0, une défaite. La R1, elles ont gagné par contre. Ouais, la Rune a gagné, victoire à la maison. C'était le seul match du week-end de l'académie à la maison. 2-0 contre Gaillac, but de Hapsi et Lecoq qui enchaînent les buts match après match. TFC 3e à 3 points les deux leaders que sont la SPTT Montpellier et Jacou Clapier. Donc ça se rapproche. Ça va bien. Les U19 par contre, elles n'avaient pas de match cette semaine. Retour normalement dès la semaine prochaine. Il y aura pas. Du coup, vu le calendrier est mal fait cette année, malheureusement, il y a soit beaucoup de matchs à l'extérieur, soit beaucoup de matchs à domicile. Il n'y a pas réussi à avoir cette alternance un peu naturelle. Donc pour le coup, ça fait que le week-end prochain sera très chargé sur les annexes. On mettra bien sur le calendrier. Et pour le coup, en plus, vous pourrez enchaîner les matchs. Vu que le TFC joue le vendredi soir, les pros, vous aurez tout le week-end pour aller voir les féminines et l'académie sur les annexes du stadium. Ça, t'es bon. Merci. Les filles, elles ont perdu 2-0 au Mans dans un match un petit peu compliqué. On est en train d'essayer d'appeler le coach. Bon, ça répond pas. Peut-être avec la petite aussi. C'est possible qu'ils soient un petit peu occupés. En tout cas, des infos qu'on a eues de l'Esprit Violette qui était sur place, qui a fait le déplacement donc là-bas. Il nous a dit que tout simplement que le match était un petit peu compliqué parce qu'il y avait une équipe qui était très solide défensivement côté du Mans. Que nous, c'était un peu plus compliqué de notre côté de bouger tout ça. Mathilde me disait aussi qu'au Mans c'était costaud et que leur attaquante a été 2 fois élue meilleure joueuse du mois, donc c'était une équipe qui était en forme, donc c'est dommage cette défaite, mais bon voilà, ça montre aussi l'homogénéité de cette poule, de cette D2 où tout le monde peut battre un petit peu tout le monde. On était sur une bonne dynamique, elles étaient sur une bonne dynamique. C'est un petit peu dommage de ne pas ramener au moins un point, j'ai envie de dire, de là-bas. C'est aussi le truc, c'est Toulouse finalement aussi une équipe surprise vu qu'elle vient de monter, on ne s'attendait pas à ce niveau-là forcément, mais Le Mans c'est pareil, c'est une équipe qui n'était pas forcément prédestinée à jouer le podium, voire la montée, et au final elles font un début de saison impeccable puisque du coup elle reste seconde et elle s'échappe avec Lens, puisque Lens a 5 points d'avance maintenant et Le Mans en a 4. Mais on a quand même toujours ce 5 majeur qui se détache en rajoutant aussi Marseille et il me semble Lille, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment 5 équipes qui commencent à se détacher, donc on est quand même à notre place. C'est un match à l'extérieur, donc c'est forcément plus compliqué. Après, il faudrait voir aussi le scénario pour le coup. On verra si on a revoir le coach. Alors moi, des retours que j'avais eus, on m'avait vendu une équipe du Mans très réaliste. Antoine, on a un petit peu parlé du coup des filles de cette défaite de ce week-end. Comment tu analyses ce match, toi ? On a sans doute rencontré la meilleure équipe. C'était le plus bel adversaire depuis le début du championnat sur tous les matchs qu'on a joués. Elles ont absolument pas volé leur 2e place actuelle et on a été mis en difficulté. On a manqué aussi sans doute un petit peu d'imagination, un peu de créativité. On n'a pas fait nous notre meilleur match, mais par contre on est vraiment tombé sur un bel adversaire. On a l'Esprit Violette, un nouveau compte là sur X qui suit beaucoup les filles, qui parle que des féminines, qui a fait le déplacement et qui était là et qui nous a fait un petit retour et qui nous disait que voilà, lui ce qu'il avait trouvé c'était une équipe très en place tactiquement, très solide défensivement et que nous on n'avait pas su trouver la faille et que peut-être qu'on était un petit peu en dessous de ce qu'on proposait. Donc c'est ce que tu viens plus ou moins de dire, mais est-ce que c'est parce qu'on est passé au travers ou Le Mans nous a fait du mal entre guillemets sur ce match? Mais moi, je pense que le projet du Mans, c'est vraiment avant tout d'être solide. Je pense qu'elles n'avaient pas la volonté d'avoir la possession du ballon. Nous, on l'a eu énormément.
Et elles attendaient une petite erreur pour essayer de saisir l'opportunité. Elles ont très peu d'occasions dans le match. Elles ont été extrêmement efficaces sur toutes les occasions créées. Mais moi, je pense que si on regarde le match de l'extérieur, on se dit bon, elles ont été très solides. Comme on avait tout le temps la maîtrise du ballon, finalement, on a été un peu inoffensive par rapport à nos derniers matchs notamment. Mais elles n'ont pas non plus énormément d'occasions de marquer. Elles ont été aussi hyper efficaces. Donc elles ont un peu fait le match parfait pour moi de l'extérieur. Et nous, je pense qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le gagner. On disait, même toi tu nous l'as déjà dit dans des vocaux aussi en début de saison, c'est très homogène quand même cette seconde ligue. Tout le monde peut battre tout le monde et on le voit un petit peu sur cette rencontre du week-end dernier, non ? Nous, on était déçus quand on a fait match nul contre Marseille parce qu'on avait l'impression qu'on aurait pu gagner. On était déçus quand on a fait match nul à Saint-Malo parce qu'on considérait qu'on pouvait gagner. Aujourd'hui, Saint-Malo en met 5 à Nice. Moi, je pense que tous les points qu'on a pris depuis le début de la saison, ils sont précieux. On s'est battu pour les avoir et effectivement, ce championnat il est très relevé, très homogène. On aimerait bien pouvoir gagner tous les matchs et on les prépare pour, mais il faut respecter aussi le niveau de cette division qu'on découvre nous cette année. Et ce week-end, on s'est heurté à un petit roc. Et ça va nous donner à travailler, les joueuses, le staff, sur les prochains week-ends pour essayer d'améliorer les choses. On a une joueuse apparemment du Mans qui est sortie aussi sur Civière ce week-end. Est-ce que tu as eu des nouvelles après je te demanderai aussi des nouvelles de Pauline qui s'est fait mal au genou. Vraisemblablement la joueuse du Mans a les ligaments croisés. Ok. Voilà. Et Pauline, non. Alexandra Atamanuk a eu une douleur au genou. En première mi-temps, elle a joué 15 minutes en seconde. On a fait preuve de précaution pour pas que ça s'empire, mais elle allait bien, elle s'est entraînée normalement aujourd'hui. Mais oui, la joueuse du Mans, et on est désolé pour elle, mais vraisemblablement, elle a les ligaments croisés. Premier revers donc depuis cette première journée, on continue de regarder quand même vers le haut. Toujours, et puis on reçoit le prochain match, c'est quand même la réception de Lille, qui est une équipe de haut de tableau. Donc pour nous, c'est important de rebondir tout de suite sur le match du Mans. On a l'opportunité de le faire ce week-end sur le match de Coupe de France à Poitiers, qui est un match qu'il faut prendre au sérieux. On a aussi la volonté de faire un beau parcours en Coupe cette année. Mais voilà, on a plein d'opportunités de relever la tête très vite, mais je trouve... au vu de ce que les filles montrent à la fois sur l'après-match, le retour en bus et la reprise de l'entraînement aujourd'hui, je trouve les filles très positives et très investies sur la suite. D'ailleurs, j'allais venir de ce match de Coupe de France à Poitiers. L'année dernière, tu nous disais que c'était de faire mieux que la saison précédente. Est-ce que cette année encore, c'est le même objectif, de faire encore mieux que la saison précédente ou au moins égaler les mêmes tours ? On bloque en 16e de finale depuis plusieurs années. Cette première date de janvier, on n'arrive jamais à la passer. Moi, je pense que ce serait bien de réussir à franchir ce petit palier qui a déjà été franchi dans l'histoire de l'équipe féminine. Mais en tout cas, moi, depuis que je suis entraîneur et que j'accompagne cette génération qui est arrivée sur l'équipe Fagnon en même temps que moi, c'est vrai que c'est un cap qu'on aimerait beaucoup franchir. On a la R1 aussi qui a gagné. On a Anaëlle Lecoq qui marque souvent. On sait qu'elle a déjà fait partie du groupe. Est-ce qu'elle aura sa chance dans le groupe de la D2 les prochaines semaines ? Est-ce que la Coupe de France peut permettre aussi à ce genre de joueuse d'intégrer le groupe ? Oui, absolument. Franchement, c'est une joueuse. Anaëlle comme Christelle et Etienne qui s'entraînent toute la semaine sur le groupe Seconde Ligue et Pauline Sierra aussi qui était en retour et qui a joué avec la R1 ce week-end. On a à cœur aussi de récompenser des joueuses qui s'investissent et qui pour l'instant n'ont pas eu l'opportunité de venir avec nous en compétition et vraisemblablement le week-end et le déplacement à Poitiers sera l'opportunité pour elles d'avoir du temps de jeu. Bon, super, écoute, merci beaucoup Antoine pour ton retour. On se retrouve mardi prochain pour la qualif en Coupe de France. On l'espère, ce sera avec plaisir
de vous raconter le match à Poitiers si ça a été une belle victoire, une qualification. Non, en tout cas, on y croit et on sera de tout cœur derrière vous. Merci beaucoup Antoine, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao. Salut Antoine. Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Carles Martinez Novel fait-il partie des entraîneurs références dans l'histoire moderne du TFC? La question est large, la question est compliquée. On va essayer de répondre à tout ça, voilà, avec nos mots ou quoi. Bon, ça va être un petit peu compliqué. On va essayer de cadrer un peu tout ça. On a Fredo qui va venir s'installer entre les deux zigotos là-bas pour lancer ce débat parce que Fredo, c'est lui qui a eu l'idée de cette question. Donc, mon cher Fred, le temps que tu t'installes, Carles Martinez Novel fait-il partie des entraîneurs références dans l'histoire moderne du Toulouse Football Club? Je t'écoute pour l'introduction, le temps que tu t'installes, mon Fredo. C'est dur aujourd'hui. Ouais, c'est chaud. C'est chaud là. Oui, donc j'ai voulu parler de Carles. Ça m'est venu après la dernière victoire contre Rennes. Et donc, en allant sur les réseaux, chose que je fais très rarement, mais donc là, j'y suis allé. Maintenant que t'es connu, il faut qu'il y aille. Voilà. C'est les pages jaunes, les réseaux pour toi? Non, mais bon, il y avait mon fan club, tout ça, donc il faut que je réponde à quelques questions, ça faisait longtemps. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas de poids de mesure, quoi. C'était soit on l'aimait, soit on ne l'aimait pas. Et on ne l'aimait pas donc en début de saison parce que ça se passait moyennement. On l'aimait un petit peu plus depuis 4 journées. Et je me suis dit, mais ce coach, depuis qu'il est là, en fait, on parle très 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 souvent de lui, en bien, en mal. Et je trouvais qu'il n'y avait pas de mesure. Il n'y avait pas de juste mesure. Et je trouvais que quand on parlait vraiment mal de lui, je pense que ce n'était pas justifié. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu amener ce débat et voir quel impact a Carles Novel sur le TEF de Ménin et comment il se situait dans la hiérarchie de tous les coachs depuis les années 2000. On va pas aller un petit peu plus loin dans le temps, même s'il y a eu des coachs pour moi qui ont marqué comme Jacques Santini, Pierre Cahuzac au début et d'autres noms. Mais où se situait Carles Novel aujourd'hui dans la hiérarchie des entraîneurs qui ont posé, j'allais dire leurs fesses sur le banc, mais qui se sont installés sur le banc du TEF. Voilà. Il y a une belle question. Là, messieurs, déjà, avant qu'on fasse la liste des entraîneurs qui sont passés depuis les années 2000, vous, là, par rapport à ce que vient de dire Fred, Clément, là, comme ça, moi, j'ai pas grand-chose. En soi, c'est un débat qui est intéressant, mais je me demande si c'est pas un peu tôt pour l'avoir, compte tenu du fait que ça fait pas non plus 30 ans que Carles est là. En fait, moi, je serais tenté de répondre oui. Je pense que c'est un des meilleurs coachs qui est passé par chez nous depuis un petit moment, si ce n'est le meilleur. Mais voilà, mon avis il se fait sur ce qu'on en a vu, c'est-à-dire 2 saisons. Donc c'est peut-être pas, une saison et demie même. Donc c'est peut-être pas forcément un avis qui est très 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 étayé. Mais c'est le mien et je vous le donne. Je suis assez d'accord, c'est que un entraîneur, une référence, ça va être un entraîneur qui va marquer une génération. On a eu l'exemple de... Moi, je vais parler de ce que j'ai connu. Donc, Montbert avec les pitchounes et la remontée. Non, mais c'est un exemple. Sur ça, je veux juste qu'on réponde à l'intro de Fred et après, on va partir sur les autres entraîneurs. Sur les autres... la liste des entraîneurs qu'il y a eu depuis 2000. Donc, comme tu viens de le dire, Montbert, 2001-2006, Eli Bop, Alain Casanova, Harry Bagé, Duprat, Debev qui fait 6 mois, Casanova qui revient, Camboré qui fait 3 mois, Zanco qui refait 6 mois, Garande, Montagnier et Carles de maintenant à 2023 maintenant. 2023 à maintenant. Très bien intérim de Zanco, les stats se sont vraiment... Ouais, j'ai vu ça, le pourcentage de victoire, il fait rêver. Pour commencer déjà, pour vous, c'est quoi une référence, Nathan? Et après tu pourras parler comme ça, tu vas peut-être faire ça, peut-être rebondir sur ce que tu voulais dire. Mais pour toi, une référence en tant qu'un entraîneur référent, pour toi, c'est quoi? C'est qui marque une génération, une période. Une période, c'est un entraîneur qui peut te marquer soit par le jeu,
soit par des événements marquants. Je parlais tout à l'heure d'une remontée, d'un Donc titre. Duprat est un coach référent dans ce cas-là? C'est compliqué parce que c'est sur. Quel type d'événement, je pense. Duprat, c'est 10 matchs. Duprat, c'est 10 matchs. C'est 2 ans. Dans une équipe famélique. Parce que 2 ans. Quoi. Non, mais C'est fou. tu prends le Duprat, ça dure 2 mois après. Et après, dans le jeu, Oui. c'était une catastrophe. Ça a marqué des supporters parce que c'est un événement qui se produit jamais. C'est-à-dire qu'une équipe, elle se maintienne en ayant, je sais pas, 10 points de retard à 10 journées de la fin. Oui, c'était la première. Non, c'est pas une référence, c'est un beau souvenir. Un pompier de service. Je pense que les gens seront quand même reconnaissants envers Duprat sans que ce soit une référence. Je pense que. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, tactiquement, c'est pas une référence Duprat. Oui, mais Donc, par c'est contre, quoi la référence qu'on le veuille ou non, il a quand même marqué l'histoire du club. Mais il a marqué l'histoire du club. Mais une référence, c'est déjà dans le temps, c'est marquer sa patte. Qu'on le veuille ou non, Casa a marqué sa patte. C'était plus ou moins, il était plus ou moins clivant, Casa. On peut aimer, on peut pas aimer. Moi, sur la fin, j'avais un petit peu de mal aussi, mais il a instauré quand même un système. Il a instauré un système, il a fait éclore des joueurs, il a eu des idées tactiques. Tu lui donnes cet effectif aujourd'hui ou l'effectif de Montagnier peut-être qu'il aurait fait des choses meilleures, ou alors avec une direction qui prône le jeu, parce qu'il avait dit quand on l'a vu en interview qu'il était bridé par la direction et qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Donc un entraîneur pour moi aussi c'est quelqu'un qui va t'amener des émotions, des titres, m'a marqué son passage par un fait marquant, par Bob qui t'amène à la Ligue des Champions. Donc pour moi, je rejoins Clément, c'est un peu tôt étant donné que ça fait qu'un an qu'il est là. Je pense qu'à terme, Carles, il va pouvoir laisser ce souvenir-là aux supporters du TF. Pourquoi pas devenir une référence, mais pour ça, il faut que ça se pérennise sur le long terme. Et à l'heure actuelle, on est incapable de savoir ce que ça va donner. Bon, s'il a été prolongé, j'imagine que c'est sur du long terme, mais. Et surtout que pour un coach dans le foot moderne, c'est quand même dur de durer aussi longtemps, de s'installer sur de faire une Klopp, une Guardiola, ces grands coachs qui arrivent à rester 5, 6, 7 ans dans un club. C'est vrai que ça se fait de moins en moins, et je trouve que particulièrement en Ligue 1, encore moins dans les clubs moyens surtout. Ouais, C'est gros clubs. Et en Ligue 1, les coachs ont quand même une durée de vie moyenne extrêmement courte, 2 ans, bien plus courte que dans d'autres championnats. Ouais, moi je reviens, mais moi c'est plus. Moi je vais pas parler de mon club, mais moi les émotions c'est le plus important. On va pas se mentir. Mais il y a émotion, quoi. Duprat, ok, il te maintient, c'est des émotions à court terme. Mais tu vois, je pense que Bob qui t'amène en Ligue des Champions, Montagnier, la finale de Coupe de France, ça a amené tout le peuple à Paris. Moi, tout ça, ça compte bien plus peut-être que arriver à enchaîner 10 passes d'affilée et mettre un beau but, quoi. Ouais, ils t'ont même amené à toi, donc c'est fou. Hein. C'est vrai, j'y étais. J'étais content pour tout le monde. Mais ouais. Vas-y. Alors moi je suis pas du tout d'accord. Comme d'habitude. J'aurais dit l'inverse, t'aurais dit ça. Non, pas comme d'habitude, mais Qu'est-ce qui est trop proche de toi? Tu veux qu'on moi pour moi là. Viens là si tu veux. Pour moi, la fonction du coach, c'est pas, il n'est pas là pour t'amener des émotions, quoi. La fonction du coach, c'est d'amener, c'est de la tactique, c'est des plans de jeu, c'est des idées. Tu l'as dit, Nathan. Et je trouve que Carles, il a tout ça. C'est un coach qui a de l'intelligence, c'est un coach qui a un bagage intellectuel assez fort, qui vit le foot, qui pense foot et qui est toujours en permanence en train de réfléchir comment comment faire ressortir le meilleur de l'effectif à l'instant T qu'il a. Et moi pour ça, moi je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir un coach comme ça. Alors ok, c'est peut-être que pour l'instant, il n'y a pas eu des émotions folles, à moins quand même que, même s'il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Coupe d'Europe, quoi. Il y a eu des matchs comme Liverpool, il y a eu tout le parcours en Coupe d'Europe. C'est un entraîneur qui est arrivé dans des conditions que je trouve assez particulières. Qui est arrivé, qui n'était pas forcément puisqu'il a pris la place donc, de Michael Debeuve. C'est un entraîneur qui n'était pas forcément désiré par l'entraîneur qui était en poste à ce moment-là, donc Philippe Montagnier. Philippe Montagnier gagne la Coupe de France. Lui derrière, il prend le relais, donc il a de suite ce poids-là. Et je trouve qu'il est
qu'il est vraiment trop décrié donc par rapport à ce qu'il nous a déjà amené et par rapport à ce qu'il va nous amener, parce que c'est clair que pour moi c'est un entraîneur qui a vraiment un très très grand futur, quoi, je pense. Mais est-ce on n'est pas sur quelque chose comme un peu... Alors moi je prends l'exemple de Carles, je le compare aussi à Siro. La corrélation, c'est que les deux sont très clivants, il y a des pour, il y a des contre, il y en a beaucoup qui disent que non machin, mais parce qu'en fait on est sur quelque chose où ils arrivent post quelqu'un qui a eu vraiment un gros impact, post Van den Boomen pour Siro et post Montagnier pour Carles. Est-ce que s'ils arrivent dans un autre espace-temps, dans un autre contexte, on va revenir sur Carles, il serait pas juste mis à ça. Je pense qu'il est ultra clivant parce qu'il faut se mettre dans le contexte de comment il arrive. Il arrive, rappelez-vous, en janvier, en tant qu'adjoint. Et déjà en janvier, voire début février, on a tous compris qu'il allait devenir numéro 1. C'est ce que j'allais dire. On sentait que déjà la place était déjà réservée. Pas réservée, mais ça s'est anticipé, machin. Bon, il y avait déjà friture, comme tu dis. Après, ça, c'est pas de sa faute. Et c'est entièrement pas sa faute. Mais du coup, dans le public, dans la masse des supporters, tu pars avec un truc négatif. Et en plus de ça, tu gagnes la Coupe de France, qui est l'arbre qui cache la forêt de la fin de saison en Ligue 1, parce qu'elle est catastrophique avec Montagnier. Et du coup, on arrive et d'entrée, c'est une pipe. Parce qu'on a ce Montagnier émotion. Et parce que Montagnier, en fait, il part par un coup de pied au cul, mini déclat. Et je pense qu'en fait, tu as quand même une attache, quelqu'un s'en va comme ça que tu as apprécié. Tu t'accroches un peu à lui et le remplaces derrière. Je pense que c'est très compliqué. 2 titres en 2 ans aussi, donc forcément. Pour moi, c'est plutôt ça qui lui joue des tours. C'est que le club était sur une ascension avec la victoire en Ligue 2, la remontée, une saison correcte et la Coupe de France. T'es passé en Coupe d'Europe, avec une émotion, t'as battu le Liverpool. Moi, je pense qu'il y a des gens qui l'ont vécu comme justement un stop à l'ascension. Oui, je pense qu'il y a des gens qui sont partis du principe que Montagnier, sur cette même dynamique, l'an dernier aurait pu faire mieux. Moi, je pense pas. Nous avons la Ligue 2 l'année d'après, tu vois. Oui, tu peux pas savoir. Mais en fait, est-ce que les gens n'avaient pas des exigences trop hautes parce que t'étais un peu dans un rêve en mode. On est un peu invincible et il fallait peut-être redescendre un peu sur terre aussi. Mais bon. T'étais en haut de la côte, quoi. Alors, au bout d'un moment, tu peux stagner un peu avant peut-être de remonter ou de. Si tu peux pas faire que monter, ça n'existe pas dans le foot. Et par extension, il y en a peut-être aussi qui font le raccourci du style si Montagnier est parti, c'est parce que Carles l'a dégagé. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est totalement faux. Et après, surtout, il arrive en période de confirmation où faut pas oublier que la saison de Montagnier t'es promu. Que c'est la deuxième saison en Ligue 1, elle est très difficile. 75% de ton effectif. Que derrière cette saison en Ligue 1, tu as la Coupe d'Europe qui se rajoute en plus, avec un effectif qui a changé, où tu as ton ossature quasiment qui a été remplacé. 8 joueurs titulaires qui dégagent. Et où tu as ton ossature qui a été remplacé. Avec la Coupe d'Europe, et au final, tu te maintiens quand même de manière. C'est normal qu'il y ait un temps de rodage. Au début, on l'a critiqué. Moi, je me souviens, on avait vu ce match à Lens qui était abominable. Il m'a marqué parce que c'était dégueulasse. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match aussi dégueulasse et j'ai eu des doutes sur Carles jusqu'à match. J'ai eu des doutes parce que je me suis dit c'est à la mode qu'il y ait des entraîneurs Guardiola de Wish, je les appelle, qui se prennent un petit peu pour des Guardiola en entraînant des équipes moyennes ou avec laquelle tu peux pas mettre en place tes idées de jeu parce que tu n'as peut-être pas les joueurs pour. Et donc moi j'ai eu des doutes par rapport à lui, mais à sa décharge il y a eu quand même des gros changements au sein du club et il a quand même réussi à sortir des prestations en Coupe d'Europe. Après on se dit on est dans la fiction. Est-ce que Montagnier avec cet effectif là la saison d'après, est-ce qu'il te fait sortir des poules? Je sais pas. Ça tu sais pas. Tu le sauras jamais. Mais ça tu sais pas. Mais après de ce qu'il a fait, c'est quand même quelque chose de grandiose et c'est peut-être pas forcément valorisé à sa juste valeur. Juste 2 réactions d'abord. Si vous trouvez dans la vie quelqu'un qui vous parle comme Fred a parlé de Carles, mais épousez-le sur le champ, c'est la bonne personne. Il m'a fait passer pour le méchant. Ensuite, en plus. Là, je passe un grand moment à voir en cabine Charles qui a envie de casser le plateau pour rentrer et dire son avis. Ça, c'est encore magnifique, encore plus. Déjà, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous et de vous revoir tous un peu. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Pour rentrer directement dans le débat, je boue derrière cette cabine. On enlève les gants là. C'est le moment de couper le micro, Nadia. Coupe le micro. Non, c'est pas exactement pareil que Siro, mais on n'y reviendra pas. Enfin, c'est pas le sujet. Non, pas en off. Mais voilà, le truc c'est que il y a 2 choses l'une. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un gros problème avec Carles et moi j'ai été le premier à faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, Carles, ce qui s'est passé, c'est que c'est un coach qui apprend et qui était nouveau. Qui était nouveau dans un nouveau poste de numéro 1.
à un moment où nous, on a tous flippé parce qu'on s'est dit c'est une saison de confirmation, il nous faut quelque chose de plus solide. Donc on a été souvent dans cette optique où quand on le voyait rater, on était très très déçus parce que pour nous les choix qu'il faisait c'était des choix qui n'étaient pas normaux en fait, donc ça c'était très difficile à entendre. Bon, moi les séances de psy du cabinet du professeur Data m'ont calmé aussi avec Carles, c'est à dire qu'en fait ouais Carles aujourd'hui il apprend, et je pense qu'aussi il y avait un énorme rodage encore à réeffectuer cette saison où il fallait reprendre des automatismes, refaire des choses. Bon, il me fait encore toujours quelques petits choix sortis du chapeau, mais bon ça on a l'impression que c'est un petit peu sa marque aussi de fabrique et de sa défabrique, hein, si on peut s'exprimer ainsi. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui ce coach là il a de la chance pour moi d'avoir quand même ces 3 résultats derniers positifs qui lui permettent de pouvoir respirer, parce que je pense qu'avec 3 défaites dans la zone rouge, on n'a pas le même sujet de conversation et on n'est pas aussi gentil avec lui. Donc un coach, pourquoi c'est un référent et pourquoi on l'aime, c'est parce qu'il nous donne du résultat. Le coach qui nous a donné les 10 dernières années du plus de résultats et qui nous aura fait le plus rêver, pour moi c'est Bob. Après chacun se voit comme il le veut, mais nous avoir fait mettre 3e, ça c'est encore un autre truc, mais vraiment en termes d'émotion. Et après bien sûr Montagnier pour tu peux descendre à Ligue 2 aussi avec Bob la saison d'après. Ouais. Oui, mais bon, 3e place avec un vrai jeu. Bon, après, ce que je veux expliquer, c'est que voilà, pour moi, Carles, il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler tant qu'il a les résultats et tant que ces erreurs-là ne nous mettent pas encore en danger. Donc, il faut qu'on continue avec ce coach. Et je trouve que finalement, dans le nombre de coachs qu'il y a au chômage aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on est quand même plutôt bien lotis. Ça c'est clair et net. J'aurais pas pensé le dire, voilà, vraiment jusqu'au bout, mais on est plutôt bien lotis. Après, se dire qu'on a de la chance. Vas-y Vince. Pour moi les critères sur un grand coach, un coach qui marque et tout, c'est quelqu'un où ça c'est coach référent de l'histoire moderne, on n'est pas sur du grand coach où est-il meilleur qu'eux, attention. Moi vraiment référent, c'est que le gars laisse une empreinte, où tu vois la patte, où tu comprends quelque chose sur le plan de jeu, tu peux dire ah ouais ça c'est du machin, c'est du truc. Tu vois, pour moi Casa c'est le cas, pour le coup. Même tu peux ne pas avoir vibré, ça c'est mais moi franchement quand tu regardes côté tactique, l'année où on est meilleure défense de Ligue 1, peut-être que c'est des purges, mais tactiquement il y a quelque chose. C'est pas que du bétonnage, c'est du sportif et c'est pas forcément génial à voir. Et avec son 3-5-2 quand même, il a déchiré mais des équipes. Totalement. Il en a déchiré mais plus d'une quoi. Donc pour moi, Bob, il y avait cette patte là aussi, qui était plus tournée vers l'offensive. J'ai mal se souvenir de Bob, hein. Le 4-2-3-1 de Bob, il est pas offensif. Hein. On avait plus de joueurs offensifs sur le terrain. Oui, mais tu termines aussi dans les meilleures porté par tes individualités aussi avec Bob. C'est pas si offensif que ça, Bob. Avec Casa, moi je trouve les individualités au début, tu vois. Bob, c'est Elmander qui te fait. Gignac qui t'a mis oui, aussi Gignac qui a 3 passements de jump de Mansaré. Oui, moi ça c'est autre chose. On parlera de la sextape après. Mais Bob, c'était pas si full offensif, attention. Après, pour moi, il y a un gros passage à vide où il y a la patte de Bev, le 6-3-0 contre je sais plus quelle équipe. Duprat, le 1-6. Le 4-6, pardon. Si tu veux, en 15 ans, on a eu 3 entraîneurs. Pour moi, de 2001 à 2015, je crois, c'est ça. On a eu 3 entraîneurs. Et après, là, on a la Ribambelle qui arrive, là, donc Ribagé, Duprat. Tu fais des mauvais choix et tu t'entraînes dans tes mauvais choix, tu continues dans ton mauvais choix. Garand, Montagnier, est-ce que vous voyez une patte où parce que pour moi, Montagnier, tout ce qu'on a dit juste avant. Garand, oui. La pente a y été. 3-5-2, je ne bouge pas de système, quoi qu'il arrive, et je reste confronté dans mes idées jusqu'à aller dans le mur. C'est pas une patte, c'est pomper la page Wikipédia 3-5-2 sur Internet et l'appliquer sur ton équipe. Ça s'appelle pas une patte. On a vu la patte. Le 4-3-3 de Montagnier pendant un an sur l'année en Ligue 2 plus les 3-4 premiers mois en Ligue 1 où tu fais quand même des résultats et tu prends du plaisir aussi à voir cette équipe où il y a quand même une cohérence et des enchaînements. Plus d'individualité là aussi, tu vois. C'est le côté pragmatisme. Tu joues avec les qualités de tes joueurs. Montagnier était assez balèze là-dessus. J'ai trouvé. Alors que Carles, tu sens qu'il y a un peu plus des idées directrices et après il essaie de façonner aussi les joueurs en fonction de ça. Même s'il a réussi quand même à revenir sur certains de ses principes et s'adapter. Il a réussi à rendre Donum bon, donc c'est quand même pour dire le talent. Il y a un côté qui revient énormément en commentaire et qui je pense c'est Bernard Mazella qui vient de mettre le dernier, et moi je pense qu'on se trompe un petit peu sur ça. C'est le fait qu'il ne gagne pas à domicile. Beaucoup de gens disent qu'il ne gagne pas à domicile, il n'a que 5 victoires à domicile, ça ne peut pas être une référence, c'est compliqué, etc. Donc ça, on est dans l'émotion pure et le résultat pur, ce que tu disais un petit peu Charles.
on oublie les victoires à l'extérieur dans ce cas-là. Mais Donc dans le championnat, on compte que les victoires à domicile. Compte double. On devrait. Non, tu vois, il y a oui, mais si à autre chaque chose fois que tu derrière. sortais, tu prendrais 4-0, le commentaire serait l'inverse, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas que le non, mais c'est un domicile. package, le championnat. Exactement. C'est pas domicile extérieur et ils se font dos à dos. Enfin, Non, mais c'est ouais. pas ça. Et je pense qu'il faut, dans le mot référent, je sais pas, Fred, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est dans le sens aussi, vous n'avez pas d'émotion, de plan de jeu, machin. Moi, j'ai juste envie de parler de compétences techniques, tout simplement. En termes de compétences techniques, Carles, il a rien à envier à beaucoup de monde, je pense. Pour moi, après, il y en a qui vont me tomber dessus, mais Casa avait des grosses compétences techniques. Montbert en avait aussi, mais d'une autre manière. Bob en avait, mais du football un peu du début des années 2000. Dans le nouveau football, c'était un peu plus compliqué. Montagnier l'avait aussi, mais Montagnier, en Ligue 1, c'est compliqué. Il gagne face aux petits, mais on se fait défoncer face aux gros. Et les Van den Boomen Spearings de Jagereux, que tout le monde se branle sur eux, face à Lens, face à Paris, face à Marseille, face à Lille, face à Nice, tous les débats, vous réécoutez ces émissions-là, on se fait dézinguer. Carles, quand on va chez ces gros-là, on se fait pas dézinguer. Ouais. Et avec des joueurs potentiellement peut-être moins bons. Donc, ça veut dire, je pense, pour moi, qu'il a des compétences techniques quand même un peu plus au-dessus de cette moyenne-là. Mais il reste clivant. Très rapidement, juste, ce qui peut être intéressant aussi, ça vous le ferez vous-même, mais quand on voit la liste des entraîneurs qu'on a depuis 2001, regardez ce qu'ils ont fait après. Il y a aussi ça qui compte aussi. On a les stats aussi des entraîneurs avec les pourcentages. Je ne savais pas forcément tout dire, mais pour comparer, des fois, pour faire un petit peu baisser le tableau, après Duprat, il coach en Détroit actuellement. Non, plus pas. Hein. Après, quand j'en ai grande gueule des RMC. Ah non, pardon. Des champions là sur l'héros du gazon. Garant, il est plus en. Et c'est pas une sextape ça non plus. Zanko, il est en Lille. Non, il est responsable de centre de formation. Pas de la boxe. Il y en a aucun qui a voulu venir à Montpellier. Camboré à part à Nantes. Il était pas à Rennes. Il est un directeur d'un centre de formation. Oui, c'est Fétège, donc c'est Rennes. Oui. Voilà, Bob, il est consultant sur Bein encore, non? Peut-être. Non, c'est fini ça. Je pense qu'il a ses chevaux. Montbert, il est ma team de City Group. Oui, il était à 3. Il était à 3. Sacrée réussite. Montbert, attention, dans la format. Non, mais Montbert, c'était un entraîneur qu'il fallait à ce moment-là. Ouais, voilà, les pitchounes pour redémarrer. Le 3, c'est pas que ça. Je donne les pourcentages de victoire. Et juste, je te coupe 30 secondes, Camille. Montbert, pour resituer, c'est le père fondateur de la formation au TFC, dont on parle depuis 20 ans. Les cheveux gris comme Fredo. On parle de notre formation. C'est lui qui est arrivé, donc je crois que c'était en 2019. Il a pris l'équipe B. En 2020, il a pris le centre de formation et c'est le père fondateur de la formation au TEF. Donc déjà, rien que pour ça, moi je le mets parmi les références. Bien sûr. Et il avait également donc un bagage, un bagage intellectuel, un bagage technique, un bagage tactique, donc qui était très important. Bon, après, donc il est passé à la DTN. Bon, après, il y a eu l'histoire avec les quotas. City Group, voilà. ça doit pas être mauvais, le gars. Voilà, ça fait partie des gens qui écrivent des bouquins sur le foot, qui font des conférences. Donc, oui, c'est théoricien du foot. Voilà. Les intellectuels. Et c'est lui qui a lancé Casanova, parce que Casanova, ça en est beaucoup inspiré. Oui. Voilà. Les pourcentages de victoire de nos fameux entraîneurs, messieurs, donc Zanko c'est 0%, donc 88% de défaites. Alors, il a moins de matchs de janvier à juin. Il a un point quoi. Même Camboiré, il a 7,69% pour 69% de défaites. Casanova sur la première année, du coup je cherche. Alors Montbert c'est 43 de défaites, 28% de victoire. Bob 30,2, 36 de défaites pour 29% de nuls. Casanova la première année c'est 32%, 26 nuls et 32% de défaites, donc ça s'équilibre un peu. Duprat on est sur de 25,5 et 36 de défaites et 28,5. Donc voilà un petit peu l'ordre général. Montagnier, voilà, c'est ça que je voulais. 42% de victoire, 22% de nuls et 24% de défaites, sachant qu'il y a une Ligue 2 stratosphérique dedans. Et Carles, à l'heure actuelle, il est à 32,7% de victoire, 29% de nuls et 34,5% de défaites. Il est dans cette moyenne équilibrée de ce que pourrait avoir un entraîneur de chez nous, en fait. En fait, dans un grand club, ces stats-là, elles seraient problématiques. Mais au TFC, ça va, quoi. Attends, t'es milieu de classement et t'as des stats. C'est honorable. Tu fais une campagne européenne et tu te maintiens. Tôt, hein, 5-6 journées de la fin. Et aussi, donc on a parlé d'Elibop tout à l'heure, on a dit voilà, donc Elibop il a fait la campagne européenne, mais tu te maintiens à la dernière journée. Mais quand même marquer un point tout à l'heure en disant qu'en effet, avec Carles, hormis une fois à Liverpool, on n'a pas pris de volée. Non. Pas une seule fois.
On prend 5-1 à Liverpool en essayant de jouer au foot. En 3-0 à Montpellier, c'est une petite volée quand même. On prend. Pas à Marseille, Marseille, c'était. C'était Montagnier, le 6-1. Le 6-1, c'était Montagnier. Ouais. Nous, la plus grosse défaite, c'est malheureusement un 3-Z à Montpellier. Enfin, celle qui fait ça a été rendu il n'y a pas longtemps. Celle qui est ressentie le plus comme vraiment une branlée, c'est celle-là. Et je veux dire, c'est un 3-0. Enfin, c'est pas cata. Et on est souvent bon contre les gros. Donc, pour moi, c'est quand même des signes assez positifs que les systèmes mis en place par le coach fonctionnent à minima et sont compris à minima par les joueurs, et aussi qu'il arrive à tirer des choses positives d'un groupe qui n'est pas non plus constitué uniquement de foudre de guerre. On les aime bien, nos joueurs. Je crois que tu perds pas contre Paris sur les 2 matchs. Ouais. Non, on fait 4 points sur 6. Voilà. Après, tu les joues à la fin. Moi, je sais pas plus. Mais... Tu vas gagner à Monaco. Si tu les joues 44 points pris sur l'année civile cette année. Donc, meilleure défense aussi, là, une des meilleures défenses du championnat. On enchaîne avec pas mal de choses. Bon, ça se trouve à Paris, on va en prendre 6 et non, ce sera pas le cas. Et basta. Moi, je pense pas non Paris, plus. Mais pas de branlée, on va mettre on va faire une petite prévue dans 30 secondes avant d'avoir le coach des féminines au téléphone. Mais bon, Carles, du coup, Fred, alors, par rapport à tout ce débat, on va faire une sorte de table. Charles aussi vient dans la cabine. Est-ce qu'on le met dans les référents ou pas encore? On attend. Ouais. Pourtant, il est dans les coachs référents. Oui, il est déjà. C'est acquis ou c'est en cours d'acquisition? Bouge-toi, frère. Il est acquis, oui. Il est acquis, ok. C'est acquis de par son bagage et de par ce qu'il arrive à faire avec l'effectif qu'il a, les contraintes qu'il a. Et il aussi, voilà, il y a des embûches, quoi. Je rappelle, voilà, fait bon Kabouklal qui est son meilleur joueur, et bien donc est blessé pendant 1 an. Il a des nouveaux joueurs qui arrivent constamment, et donc il faut repartir quasiment de 0. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, je trouve. Je reste sur mes idées. Trop tôt pour le dire, mais il a le profil pour le devenir au fil du temps. Charles en cabine. ECA, en cours d'acquisition. Parfait. Hox. Non. Il peut le devenir peut-être plus tard, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le considérer comme une référence, c'est beaucoup trop tôt. Je vais rejoindre tout ce qui a été dit auparavant, mais moi j'aimerais aussi m'attarder sur sa communication, que je trouve encore perfectible. Beaucoup de langue de bois, beaucoup de... Alors, je vais terminer, je te défonce après. Pas de souci. Moi je trouve ça encore perfectible, mais bon, là pareil... pas à réagir en direct, à participer à l'émission, tout se passe bien. Il apprend, il a des idées, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a aussi un sujet sur lequel on ne s'est pas attardé, c'est le fait qu'il y ait beaucoup moins de pitchoun qui soit lancé ces derniers temps. C'est lui qui avait lancé Rest. Mawissa, bon, il avait été lancé officiellement par Montagnier lors de la fameuse défaite 6-1 au Vélodrome. Mais sinon, on ne peut pas dire qu'il y ait forcément une grande confiance avec les jeunes d'aujourd'hui. Il a lancé quand même Lamadi et Djouma Kanvo Messali, mais ça reste encore beaucoup trop faible en termes de temps de jeu actuellement. Auxence, oui, s'il te plaît, dis-moi. Donne-moi un coach qui parle foot en conférence de presse. Alors, je pense que quand on lui pose des questions sensibles, il use de la langue de bois. Ça, malheureusement, c'est normal. Du club. Par contre, quand effectivement on lui demande d'expliciter sa tactique, là, il parle là-dessus. Il n'y a pas de souci. Déjà, pour les conférences de presse, pour les regarder souvent, écouter les questions. Déjà, écoute les questions. Il n'y a pas une question sur le foot. Quand on te demande si Haaland est le meilleur joueur du monde et pourquoi il y a la Norvège Connection dans le vestiaire. Enfin, au bout d'un moment, poser des vraies questions de foot. Elles sont rares, les questions foot. Deuxièmement, les coachs ne veulent pas parler de foot. Je t'expliquerai en off, mais on s'isole dans le football. On devient de plus en plus autiste, à tout fermer, à de plus ouvrir les entraînements. Les coachs doivent plus parler, doivent plus faire ci. Non, mais c'est vrai. Donc, je pense que c'est un cas à part. Donc ça, je pense que c'est une fausse excuse. J'entends ce que tu dis, mais déjà aux conférences de presse, si les journalistes nous écoutent, posez des questions foot, peut-être qu'il nous répondra. Puis il fait des conférences comme celle qu'il a fait en Catalogne ce week-end. Donc il aime parler foot. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que moi, je pense que le club derrière. J'ai jamais remis en question les capacités techniques de Carles. On est bien d'accord que. C'est pas un peu raciste quand même. Ouais, ça doit être ça, je pense. Non, mais on n'est pas entraîneur du Barça par hasard, on fait pas les conférences qu'il fait en Catalogne devant 500 professionnels du foot par hasard. Sur ça, il n'y a pas de souci. Moi, le problème, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est un coach qui apprend, c'est ce qu'on en avait parlé tout à l'heure. C'est un coach qui apprend encore, mais aujourd'hui, si on doit le positionner comme une référence du club et du TEF, moi je trouve que c'est beaucoup trop tôt et qu'on oublie encore beaucoup trop de choses. Ça, d'accord. Et pour les jeunes, pour finir, tu penses qu'ils ont le niveau ? Ça, c'est une question, mais ce que je veux dire, c'est que quand on a des joueurs, par exemple, en difficulté, bon, vous allez dire que c'est un bashing, mais par exemple, Siro, non, mais c'est vrai. Moi, tu penses que Kanvo est meilleur que Siro ? Non, mais je pense qu'on pourrait, pourquoi pas, lui laisser 5 minutes en fin de match. Après, tu l'as déjà vu jouer, Kanvo ? Non. Écoute, tu iras les voir jouer et on en discute, tu verras qu'ils n'ont pas le niveau. Ouais, mais moi j'ai envie de tester parce si que il a joué, si ces joueurs-là sont pas, ils sont pas impériaux, ils avaient le niveau. Non, mais t'as quand même des remplaçants avant, les jeunes.
T'es quand même. Oui, les par mecs s'y exemple, rendent pas, même pas forcément s'y rendent pas, Kanto, c'est mais- pas, c'est pas pour rien. Quand Ah bah t'es non, bon, tu joues. oui, Quand t'es bien pas sûr, bon, quand tu t'es joues bon, pas. tu joues. Et Bah oui, ça Njuma, veut vous rien. l'avez vu jouer, Njuma. Même Oui, en- mais enfin, ce c'est un que c'est un je veux bon dire, petit c'est joueur. que de- Tout le monde s'est branlé sur lui parce qu'il a fait une belle action à Lannion. Mais les gars, Lannion, c'est N3. Non. Je te rappelle que Mais Pangré Grave est était marqué, censé le Non, Messi mais ouais, libérer j'ai- tout le monde. Non, hein. mais J'allais dire, enfin, le dernier qu'on présentait comme un banger, c'est Bangré qui joue pas à Grenoble. Ouais, voilà. Ça, d'accord. Anagramme Les jeunes, de Bangré. faut faire attention avec nos jeunes parce que nos jeunes, on machine beaucoup sur ça et je pense qu'il y a une stratégie de com qui nous induit en erreur. Comme Oli, il Peut-être signe aussi. beaucoup de jeunes avec son fameux 50%, il en signe au taquet. Mimant. Mais ces mecs-là, ils ont pas le niveau pour le moment. Ils signent Je dis pour pas les qu'ils sont traiter, pas bons, ouais, je dis qu'ils ouais, n'ont ouais, pas le niveau pour le Ce moment. que je veux dire, c'est que sur le côté formation, on a quand Moi, ça me même, gave, ça, depuis le rachat de Redbird, on a quand même Patrice Garande qui a sorti plusieurs jeunes. Bon, ça n'a pas Ils toujours avaient le brillé. niveau, ces Ah, mecs-là. Silicone, Regarde des mecs comme facile. Antiste Ouais, qui il y a brillent une pas génération. forcément aujourd'hui. C'était une pépite, Montagnier, ça. il a aussi quand même fait éclore plusieurs jeunes. Et là, aujourd'hui, Carles, c'est l'un des entraîneurs qui sort le moins de pitchoun. Alors, est-ce que c'est une question de génération de talent? Moi, je pense que c'est peut-être ta pas. génération Mais qui en fait, tout cas, c'est sûr. ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas la confiance de ces jeunes-là. Mais parce qu'il aurait Adli, Ngoumou ou Koné dans son effectif, il les ferait jouer. Quand tu vois Wayman Yukone Enfin, là, ouais, tu te dis. quand Oui, même ça, que- ça pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est factuel. Ces jeunes-là, Et Fares. niveau ou pas, ils n'ont pas la confiance du coach aujourd'hui et ils brillent pas du tout. Alors peut-être qu'ils vont avoir du temps de jeu en Coupe de France, c'est très probable. Il Mais va falloir prouver quand même. hein, parce On va que- passer une N3, tu pourras. oui, je C'est pense. leur niveau. Oui. En tout cas, au moins les Non, non, internationaux. enfin, T'as raison, ouais, on va passer une N3 quoi. Je suis sinon, désolé, tu- hein, Non, mais, en tout jamais cas, à la sur porte les d'équipe, deux coachs quoi. précédents qu'on a eu, je parle sur la Redbird, c'est le coach qui sort le moins de jeunes du centre de Ah, formation. mais Et Ligue parce 2, qu'on a pense à un trou, Ligue 2, et moi, on je a un trouve. trou générationnel. Rappelez-vous, l'année dernière, les résultats des jeunes, il y a 2 ans, non, l'année dernière surtout, L'année dernière, ils sont c'est catastrophiques. catastrophique. Oui, ça c'est Et vrai. là, on a un renouvellement de génération. L'année prochaine, avec les nouveaux là, qui vont arriver, etc., si ça continue de pas en sortir un, je te rejoindrai. Là, pour moi, enfin pour les avoir tous vu jouer ceux qu'on signe pro, hormis Canvo, qui pour moi pourrait avoir peut-être un peu Pour moi, plus c'est de le temps de seul jeu. qui. Mais c'est pas non plus un craquito. Hein. Non, c'est pas forcément une question de craquito, mais ce que je veux dire, c'est que depuis le début de la saison, alors à des échelles différentes, bien sûr, on a toujours eu 1 ou 2 jeunes qui ont vraiment percé. Mais Mawissa RS, c'est des extraterrestres. Hein. Mais même pas forcément Maurice Ayres, mais je rejoins l'exemple que j'avais dit tout à l'heure, Antiste. Il avait quand même beaucoup de temps de jeu, alors que bon. C'est payé. Comment il va Il a pas forcément. Mais il est en Italie, je crois. Oui. Mais En vacances, et- il joue pas. Hein. Toujours. Je crois, hein, il est en série B. Bon, je te laisse aller voir. Mais C'est pas mal déjà. en tout cas, pour moi, il manque ce pitchoun qui est clos, alors que c'était quelqu'un qui justement a travaillé avec les jeunes du Barça, qui a l'habitude de gérer des jeunes. Et Mais du coup, tu te dis pas que si il a Ouais, l'habitude justement. et qu'il voit qu'il a peut-être pas. Enfin, tu vois ce que je C'est veux dire ça, c'est ça, Oxane, C'est c'est surtout par rapport à son statut. C'est parce que justement, par rapport à son statut, comme il est toujours un peu mis en péril son statut, je pense qu'il peut au moins sûrement se permettre aussi peut-être de faire des ça, essais. je te quoi. l'accorde. Non, s'il avait le matos, il le ferait. Quand, Moi, je pense aussi. quand les entraîneurs ont le matos, quand tu as un Fares Chaibi qui Parle éclate, de Comboiré, là tu le fais jouer. Et quand tu as un Mawissa qui éclate, tu le fais jouer. Et puis on est. C'est- Même un Keben, quoi, tu vois. Je pense que aussi quand tu viens d'un club comme le Barça et des jeunes du Barça, tu as un niveau Oui, d'exigence qui est aussi. Il a entraîné Gavi, hein, c'est C'est ça. aussi autre chose quoi. Oui. J'espère que c'est mouillé un peu la Canvo, nuque c'est avant pas d'arriver, Gavi. quand même. Gavi, c'est un peu Canvo quand même. Après, la saison n'est pas terminée. Qui dit que. Ouais, mais Oui, bien mais sûr. en janvier l'an dernier. Et puis donc les oui, clubs, ils ont pourquoi besoin pas. d'argent. C'est hein, ça. Donc si tes jeunes sont bons, tu les feras jouer pour les Pour vendre. finir, Clément et Vincent, est-ce que référence ou pas encore Moi, Fredo a conquis mon cerveau et mon cœur. Donc voilà, je me range à son avis et je trouve qu'en effet, avec les contraintes qu'il a, on n'en a pas parlé, mais par exemple, le fait qu'il a aucun mot à dire sur le recrutement, ce qu'il fait, c'est quand même balèze. Oui, il est podium pour moi au 21e siècle. Pour moi, il toquera à la porte si ça continue. Pour l'instant, il reste au pied du podium. Après, de toute façon, c'est un débat. Tout le monde ne sera pas d'accord. N'hésitez Et pas à c'est commenter sur normal. YouTube, ça fera du référencement. On verra ça Et plus des tard. Il nous reste une trentaine de secondes pour terminer cette émission. La preview du Paris. On a prévu de faire des petits trucs pour les réseaux. Donc, je pense qu'on fera peut-être une mini preview sur les réseaux. On vous tiendra au courant. Ce que je peux vous dire, c'est que vendredi, venez très tôt. Danube, vraiment, j'insiste, 15 heures. très tôt. Parce que, non mais j'insiste, il y a France-Argentine Il y aura et Fred à 15 heures. PSG TFC. Et on va faire une animation générale du bar. Il n'y aura pas le commentaire du TF ou le commentaire du 15 de France. Il y aura le commentaire des 2 matchs. On va vous faire une animation sportive. On va faire péter ce Danube en violet et en bleu. France-Argentine, PSG TFC, c'est ce vendredi. Il n'y a pas de réservation, j'insiste, pas de résa. Donc venez très tôt. Et Merci Fred en Nathan, direct. merci Fred, merci Ben, merci Vincent, merci Oxens, merci Clément, merci Nadia, merci Charles. Et Fred sera au parc. On vous En souhaite une direct. très belle Là, soirée. je prévois Ciao, un truc de fou, je ciao. vous l'annonce. Bisous. Ciao, bonne soirée.